Faut-il investir dans Vision Group? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action au plus haut depuis toujours. Donc record sur le cours de l'action. Est-ce que c'est encore le moment de s'y intéresser? On regarde ça. Donc Vision Group, c'est de l'étiquette numérique pour la grande distribution. Ils ont une forte croissance. Ils ont eu un énorme contrat avec Walmart. Donc ça, bien sûr, ça a aidé. Est-ce qu'on a le chiffre de croissance à mars? Non, on l'a pas. On va se remettre en foulière. Donc, on est sur une croissance médiane de 30%. C'est quand même énorme. Sur 2024, ça décélère un petit peu. En revanche, on est sur 19%. Un peu d'acquisition à signaler, mais c'est peanuts comparé à la market cap. Donc, plutôt de la croissance organique et elle est très forte, hein. On est sur quand même une mid-cap à 4,3 milliards. Alors, on a de la croissance. Est-ce qu'on a une augmentation des taux de marge? Pas tant que ça. Si on prend un peu plus de recul, pas tant que ça en réalité. Ça, c'est un peu dommage. On a un taux de marge brut qui est relativement faible, le taux de marge d'EBITDA faible et on fait une perte sur les 12 mois glissants à décembre 2024. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il du côté des free cash flow en revanche? Ils sont très largement positifs. Bon, donc là, c'est un peu plus compliqué à analyser parce que la marge de free cash flow est même au-delà de la marge de marge brute, de la marge brute. Bon, donc sur les taux de marge, c'est bon, ça s'améliore en tout cas depuis 2019. Depuis 2018, l'entreprise a l'air d'avoir trouvé un modèle d'affaires qui fonctionne mieux, pardon. Donc si on zoome un petit peu, ça s'améliore quand même depuis 2020. Voilà, c'est vraiment le moment où la boîte a commencé à décoller, hein. En 2020, on a commencé à avoir une hausse du cours et je pense que c'est parce qu'ils ont trouvé enfin un modèle d'affaires qui fonctionne correctement. Donc plutôt pas mal. Ensuite, on regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Ici, hop, du net income vs free cash flow. Bon, voilà. Donc, il y a un problème sur les bénéfices nets. Ça, à mon avis, ils ont dû encaisser des années de mauvaise allocation du capital. Derrière, ça a apporté, ils ont mis des dépréciations amortissements, à mon avis, des grosses dépréciations et des other cash items. Donc, ici, bon, ils continuent à faire de la dépense en capital, mais si on regarde les other cash items, il y en a pour 200 millions. Il manque quand même certains éléments ici, hein, pour savoir où est passée la différence là, hein, parce que vous avez que des CAPEX en supplément par rapport aux dépréciations amortissements. Vous avez des other non-cash items, mais vous avez 700 millions d'écart, de différence encore, qui manquent et qu'il faut expliquer. Est-ce que la boîte est BFR négatif? On va regarder. Hop, on est sur une boîte BFR négative. Ça, c'est très bien. Ça veut dire que ce sont les clients qui financent l'activité. Ensuite, est-ce que cette variation du BFR, elle est positive sur 10 ans? En plus, oui. Donc, on est de plus en plus positive. Enfin, la variation du BFR est de plus en plus négative. Donc, c'est de mieux en mieux pour l'entreprise. Donc, ça va lui permettre de plus en plus d'être financé par ses clients. Vous n'avez pas toute l'explication, hein, sur où est passée la différence. Donc là, il va falloir aller sur les tableaux de flux de trésorerie, dans les tableaux de flux de trésorerie pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a beaucoup plus de free cash flow que de bénéfices nets. Donc, pour valoriser l'entreprise, plutôt les free cash flow. S'il y a de la dette, on regardera plutôt la valeur de l'entreprise sur EBITDA. Maintenant, on regarde la rentabilité opérationnelle. On est sur une médiane de 2%, ce qui est faible. Mais bon, le modèle d'affaires a changé depuis 2020. On commence à faire du résultat opérationnel depuis 2022. Alors actuellement, on est à 5,3%. Donc la rentabilité est plutôt faible, hein. Mais, alors, on peut regarder quand même en rendement des fonds propres. Hop. Et puis, c'est une boîte aussi qui a une forte croissance et qui continue, à mon avis, à prendre des parts de marché. Donc, c'est normal que la rentabilité soit un peu faible. Donc, le rendement des fonds propres, il est négatif. En effet, on fait une perte, hein. Bon, espérons que cette rentabilité s'améliore. Pour l'instant, on est plutôt dans une phase d'hyper-croissance. C'est pas un problème d'avoir une rentabilité qui est plutôt faible tant qu'on fait de la croissance. Une fois qu'on aura capturé la première part de marché, on pourra augmenter la rentabilité sans trop de problème. Donc pour l'instant, c'est plutôt focus sur la croissance. Pour aller alimenter la croissance, malheureusement, du coup, il va falloir s'endetter, hein, puisque la rentabilité n'est pas énorme. Donc là, par contre, ils sont cash net. Donc ça, c'est pas mal. Est-ce que ce cash, il a été obtenu en faisant des augmentations de capital? Parce que sinon, hop, oui. Donc là, on fait quand même des augmentations de capital assez régulièrement. Enfin, des augmentations. Ici, on a fait une augmentation de capital, je pense. Après, on dilue assez régulièrement, mais bon, en fait, non, ils arrivent quand même à être cash positif. Maintenant, vu qu'ils sont à BFR négatif, je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin de s'endetter pour financer la croissance. Bon, c'est bien, on est cash net. Qu'est-ce qu'on fait de ce cash? Est-ce qu'on le rend aux actionnaires? Est-ce qu'on fait des acquisitions avec? Il n'y a pas l'air d'avoir il y a un peu d'acquisitions, mais pas grand-chose. Donc, en fait, il devrait soigner le retour à l'actionnaire. On va regarder ça. Hop. Donc, on a
un dividende qui est payé, mais il est pas très important, hein. C'est moins de 1 Si on se met, en rendement l'actionnaire, hop, c'est moins de 0,1 pardon, hein, dès que c'est 4 millions. Donc il y a pas de dividende de versé. Pourtant, ils ont les moyens. Alors ils ont les moyens seulement depuis, 2023, on va dire. Et là maintenant, ils pourraient commencer à verser un dividende plus important que ça. Ils pourraient aussi racheter leurs actions si on est sous-valorisé, sinon c'est pas la peine. Et là, donc il y a pas de retour à l'actionnaire, mais ça pourrait venir, dans pas très longtemps, je pense. Si on regarde la valorisation en termes de, on va se mettre en price to free cash flow, hop, on est à 11,1 fois. C'est pas cher payé, hein, la médiane c'est 19. Sur une boîte de croissance, c'est très raisonnable, hein. En VO sur EBITDA, on est à là par contre, il y a pas d'EBITDA. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'EBITDA, il est beaucoup plus faible que les free cash flow parce que, bah, il y a justement beaucoup de dépréciation amortissement. Donc il faut qu'ils purgent encore, toutes les dépréciations amortissements qui doivent passer par rapport au business model précédent et après ils auront un EBITDA à mon avis qui sera, beaucoup plus élevé. Donc la meilleure métrique à l'heure actuelle, c'est plutôt le price to free cash flow et on est des côtés de ça de 50 hein, donc un peu moins, mais on a une bonne décote encore. Donc il y a une bonne marge de sécurité sur ce dossier. En price to sales, on peut regarder ça. C'est pas à mon avis un business qui a de fortes marges, donc je pense qu'on a un price to sales qui est intéressant, mais il faut vérifier quand même. On est sur, 4,5, non, c'est très élevé quand même. Donc bon, en price to free cash flow, on n'est pas très cher payé, hein, sur cette boîte. Je pense que c'est encore intéressant à ce cours-là. Vous avez une marge de sécurité sur les free cash flow. Maintenant, si les free cash flow, viennent à baisser parce qu'on arrête les dépréciations et amortissements, le multiple de price to cash flow va s'en ressentir. Mais, le multiple de VE sur EBITDA va s'améliorer également, puisqu'il y aura moins de dépréciations et amortissements. Donc, moi je pense que c'est encore un bon dossier, de croissance à mettre en portefeuille. Il a l'air facialement un peu chèrement valorisé, mais, en réalité non, quand on creuse, c'est pas tant que ça. Donc plutôt un bon petit dossier de croissance, à mettre au portefeuille avec une pondération, qui est raisonnable, hein, cela dit, puisqu'on sait jamais ce qui peut se passer avec la guerre commerciale. Ils sont quand même très présents aux États-Unis, donc prudence sur le dossier, mais, je pense que ça mérite d'être creusé plus en détail. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.